Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Julien, Bonsoir Virgile. comment va? Très bien, ça va, merci. Et toi? Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien. Alors je vais te laisser te présenter comme je fais d'habitude. Voilà, bon, bah moi c'est Julien, j'ai 38 ans. J'ai un bac plus 4 en écologie et biologie des populations. Donc j'habite dans le sud de la Vienne, le 86, à la limite donc des départements de la Haute-Vienne, de la Charente et de la Creuse, voire même de l'Indre. D'accord. Et donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il m'est arrivé une aventure un petit peu particulière dont j'avais voulu parler avec Virgile afin de savoir faire le point un petit peu sur ce qui m'était arrivé. Exactement, et ce qu'il y a de bien avec ton observation, c'est qu'elle a duré quand même un certain moment, que tu as eu le Oui, temps de faire ta propre analyse, et en plus de ça, vu que tu as été biologiste dans le passé, et tu as ce cursus dans la biologie, je me suis dit qu'en plus, ça ne pourrait être que bénéfique de t'avoir sur la chaîne, ben, pour déjà avoir toutes ces explications de ta part dues à cette observation, mais on va voir que dans la description que tu fais de cette bête que tu as vue, ben, encore une fois, on va pouvoir faire des reliances avec les observations d'autres témoins. Mais les gens vont le découvrir à partir de maintenant parce que je vais te laisser la parole pour nous raconter tout ça. alors, donc moi, l'histoire qui m'est arrivée, donc elle est durant la période du Covid, hein, la deuxième partie, celle où on avait le droit de se déplacer avec des feuilles simplement pour aller au travail, donc et où on était limité à 1 kilomètre autour de chez soi. On est plutôt sur de la mi-mai. Et je décide d'essayer de m'évader un petit peu de ce contexte en me disant que puisqu'il y a des carrières exploitées et en fin d'exploitation près de mon lieu de travail, j'allais clairement prendre un appareil photo pour essayer d'aller faire quelques petites observations. Alors moi, effectivement, j'ai mon bac plus 4 en écologie. Pendant un temps, j'en avais fait mon métier, un guide animateur nature. Euh, et puis, bon, la vie faisant, au bout d'un moment, j'ai eu un petit creux et je me suis dirigé vers un autre domaine, donc vers de l'industrie. Et par contre, c'est resté ma passion. Et aujourd'hui, donc, je fais de la photographie plutôt botanique sur les orchidées sauvages de France. Je les répertorie, je les cartographie et j'essaye de les faire connaître au public afin de pouvoir mieux les protéger. Et c'est dans cette démarche-là que bah, j'ai besoin de m'échapper, de prendre l'air ce jour-là. En plus, il fait beau. Je pars juste après le travail, donc on est dans les environs de 14 heures. Je pose ma voiture entre ces fameuses carrières et mon lieu de travail. Et donc là, j'observe un petit peu les environs.
D'abord, j'ai pas envie de me faire gauler par d'éventuelles forces de l'ordre qui viendraient me demander ce que je fais ici, et ni par du tout un éventuel gardien avec un chien de garde. Donc, je scrute les environs. Donc, je suis sur un rebord de carrière tout à fait classique, hein, c'est-à-dire une bonne parcelle de champ délimitée qui a été creusée. Donc, il y a une pente tout autour d'environ 100-150 mètres de dénivelé à, à gravir dans un sens et dans l'autre pour y entrer ou en sortir. Et bon, on est sur des carrières d'exploitation de dolomite. Bon, Alors, est-ce que tu là-dessus, peux rien préciser de... ce que c'est une dolomite? Alors, la dolomite, c'est une roche, un sable un peu particulier, un peu aux propriétés argilo-calcaires, qui est très exploité pour faire notamment des crèmes pour soins du visage, D'accord. des choses comme ça. Et c'est une assez belle roche dont il y a une variété spéciale par chez moi. Très bien. Et donc, l'idée est très clairement de descendre là-dedans. Alors, j'observe les alentours, hein. Bon, j'ai quelques traces autour que j'attribue à du chien, du promeneur, des choses comme ça. Et donc, je décide de descendre dans cet environnement particulier parce que donc les plantes que je recherche à ce moment-là à photographier, les orchidées, poussent plutôt sur un milieu calcaire. Et là, voilà, cette roche-là est très, très spécifique. Euh, et on se retrouve plutôt dans un milieu constitué de petits bosquets avec du type un peu land, donc de la calvine vulgaire, du genêt à balai, de l'églantine, de la ronce, beaucoup de ronces. Il faut se faufiler entre ces petits bosquets, à travers des petits chemins. C'est un endroit qui est paradoxalement assez ouvert et fermé en même temps. Hmm. Hormis le pourtour, on n'a pas une grande visibilité sur ce qui se passe dedans. Et là, forcément, c'est un endroit qui, en plus dans mon contexte, invite un petit peu à la prudence parce que tu as peur qu'il y ait un gardien, un chien, quelque chose qui vienne te surprendre déjà. Donc moi, je me promène là-dedans. Je fais quelques trouvailles de rosettes d'orchidées. Rien de très très spécifique, hein, même si dans un type de milieu particulier, j'aurais pu m'attendre à trouver des espèces particulières. Bon, il y a les espèces accompagnatrices globales comme de la globulaire, de la guimauve. Bon, bah, pour moi, quelque chose d'assez encourageant. Donc, je persiste. Je me promène, je vois qu'il y a plein de terriers, de crottes de lapin ou de lièvre. Bon, ça, forcément, c'est pas très étonnant étant donné qu'on est sur un sol plutôt sablonneux. Et je finis par tomber sur des cadavres de lièvres. Ça ne me choque pas, il y a des douilles de balles qui traînent un petit peu dans les environs. Donc, c'est un endroit qui est un peu de la chasse. Mais Normal, jusqu'à autour. là, tout semble logique en tout cas. Voilà, voilà, rien qui fait quoi que ce soit d'anormal. Autour, il y a des bois, il y a des zones avec des étangs. Tout, on sait qu'il y a beaucoup de gibier. J'y vois régulièrement des biches ou des chevreuils. Bon, là, regarde autour sur les pentes. On voit très clairement ce qui peut ressembler à des trous de blaireau, voire peut-être même habité par du renard. Je découvre un peu plus loin un cadavre de pigeon. Pour moi, s'il y a du renard, bon, bah, c'est pas étonnant il y ait un peu de tout ça. Donc, je me promène et à force de ne pas trouver exactement ce que je cherche, je me dis qu'il faut que je me dirige vers un endroit un peu plus ouvert, c'est-à-dire la limite, le fond de la carrière. Donc, je vais par là-bas. Et effectivement, ça porte ses fruits. Je tombe sur une de mes fleurs que je recherche. Donc, une première qui est un orchis pyramidal et une deuxième qui est un Anophrys abeille. Alors, c'est pas deux espèces exceptionnelles, hein, c'est plutôt dans les espèces pionnières, assez ubiquistes, qu'on retrouve assez facilement dans tout type de milieu. D'accord. Qu'à cela ne tienne, j'ai pris mon téléphone portable, je m'arrête, je m'accroupis, je prends les coordonnées GPS de l'endroit, voilà, pour faire la cartographie.
Ensuite, je sors mon appareil photo, je prends quelques photos et là, je le garde en bandoulière, je remets mon sac à dos et je me retourne. C'est à ce moment-là qu'arrive une très grande surprise pour moi. J'entends un grognement sourd. Et là, à environ 150 mètres de moi, il y a un animal de type canidé. Alors, pour les habitués de la chaîne, il n'y a rien de surnaturel pour moi dans cette observation-là. On n'est pas sur un humanoïde, on est bien sur un animal de type canidé. Ouais, Très quadrupède. franchement, ma On va dire première quadrupède. impression, c'est un loup. Donc, c'est un loup, et sauf que cet animal-là, il est là physiquement statique en face de moi, il ne bouge pas, il me regarde, montre un peu les crocs. Donc on sait qu'il n'est pas des plus amicaux, mais voilà, bon, il n'est pas non plus sur une attaque directe. Et là, la première chose que tu penses, c'est que tu n'as pas intérêt de faire de bêtises parce qu'une attaque, le risque de pouvoir s'en sortir, comment je vais faire, à part mettre un coup de poing s'il me saute à la gorge, il y a quand même très peu de chances, c'est qu'on est déjà en mauvaise posture. Hmm. Donc la première idée, c'est comment je fais pour éviter l'attaque. Donc une fois passé ce réflexe de survie, la deuxième idée, pour pouvoir y parvenir, c'est d'identifier quel type d'animal on a en face de soi. Et c'est là que ça colle pas trop avec le loup. Parce que là, je me retrouve en fait face à un animal qui a de bonnes caractéristiques du loup, il en a tout le faciès, mais il y a quand même de bonnes dissonances. C'est-à-dire qu'au niveau de la morphologie, on est plutôt sur un animal qui, je dirais, fait 1,5 fois la taille d'un loup. Parce Alors, tu, que tu fais quelle taille, Julien? moi, je fais 1,82 m, Et il t'arrive à peu près où? à peu près à la taille, à hauteur du nombril, au niveau de la hauteur de tête. Ouais, donc ça veut dire que si moi je fais 1m71, devrait m'arriver à ce niveau-là à peu près, quoi. Donc ça fait quand même Voilà. ouais, un sacré bestiau, quoi. Voilà, on n'est pas sur un poney, mais on est quand même sur un animal de belle taille. On est sur quelque chose qui a toutes les caractéristiques d'un loup, mais je dirais un loup aux proportions magnifiques, un petit peu bodybuildé, avec l'aspect, bah, le loup ultime, quoi. Hein. C'est pas du surnaturel, c'est de l'hypernaturel. Et surtout que j'ai tout le loisir de le voir, il est statique face à moi, il est environ 14 heures, il fait très beau, voilà, moi je suis en pleine forme, apparemment lui aussi, et, euh, et voilà quoi, on ne bouge pas, on se jauge, littéralement. Chacun doit se demander, entre lui et moi, ce que l'on va faire à ce stade-là. Et donc il est là. Je vois aussi que c'est un animal qui a des pattes arrière assez musclées euh, et qui a une très forte encolure. C'est-à-dire qu'il a de longues pattes avant, les pattes arrière semblent un peu plus fines, et au niveau de l'encolure, il est très très robuste, avec une tête et un cou haut, un museau assez épaté, et une tête qui semble plus large que celle d'un loup classique. Hein. D'ailleurs, un loup classique, c'est plutôt assez fin. Hmm. C'est plutôt un animal qui est fait pour œuvrer dans la discrétion, la chasse en meute plutôt qu'une superpuissance. Là, on n'est pas sur la même impression. On a plutôt l'impression d'un animal au contraire solitaire qui, lui, bah, est taillé pour la puissance, a une force assez impressionnante et qui pourrait être taillé pour de la prédation de gros gibier. Et voilà, ça laisse un petit peu pantois. Donc, surtout que aussi, l'autre idée, c'est que niveau comportement, on n'est pas tellement sur le comportement d'un loup.
Un loup, en général, voilà, c'est plutôt quelqu'un enfin un animal qui va craindre l'homme. Donc le loup, tu le vois jamais. C'est lui qui te voit, mais c'est pas toi. Et au pire, tu vas en identifier des traces. Les meilleurs photographes vont pouvoir le voir de loin. Bon, chez nous, des exemples de passage de loup, on en a. Mais ce sont des individus de passage signalés de façon sporadique. Oui, puis Qui, en tu dois très bien général, connaître le loup aussi. voilà. Mm. Euh, En général, ils Face font à la le forêt. passage entre les Pyrénées et la forêt de Fontainebleau. Voilà. Et donc, moi, des loups, j'en ai vu dans des parcs. Hein. On n'est pas loin du zoo de Beauval où il y en a, du parc de Chabrières, plus dans le coin de Guéret. On est à 30-40 bornes de tout ça. Hein. Donc, forcément, le loup, déjà vu, je connais, un petit peu étudié le comportement, tout ça. Et là, ça colle pas. Hein. L'animal, il est statique face à moi. Et il est clairement arrivé intentionnellement dans mon dos, pas très furtif parce que je n'ai absolument rien entendu jusqu'à son grognement. Et voilà, avec un effet de surprise totale. Alors que pourtant, j'avais été prudent avant. J'avais bien scruté tous les environs si je voyais quoi que ce soit. Ouais, De peur tu l'as de... pas entendu arriver, quoi. Ah non, rien. Ni vu, ni entendu jusqu'à temps qu'il soit sur moi. Et je ne sais pas si c'est mon sac à dos qui m'a protégé quand je l'ai remis sur moi, parce que forcément très serré au niveau des épaules, qui protégeait le cou et qui aurait empêché une éventuelle attaque par surprise derrière moi pendant que j'étais un petit peu accroupi pour faire mes photos. Parce que forcément, mon sujet de photographie, c'est une plante de trentaine de centimètres de tige maximum. Donc, je ne suis pas en pleine hauteur au moment où l'animal arrive. Ce qui doit jauger aussi peut-être le fait qu'il m'ait approché. Là, je me relève, je suis plutôt quelqu'un de bonne carrure. Et là, effectivement, l'animal, je pense qu'il a été stoppé un peu dans son élan. Voilà, je me suis soit relevé, retourné trop tôt, soit il y a quelque chose qui l'a gêné. Ouais, il Et là, s'attendait peut-être pas à ce que tu te retournes et, à ce moment-là et que tu le vois. voilà. Et alors je sais pas, je peux pas lui qualifier une volonté d'attaque hein, derrière. Ça serait complètement présumé de la pensée de cet animal. En tout cas, on est sur un animal intelligent parce que il me regarde fixement, il ne bouge pas, il attend de savoir lui-même ce qu'il va devoir faire. Et la deuxième idée qui me vient, c'est que vu que morphologiquement, pour moi, c'est pas un loup, c'est que c'est peut-être une espèce de chien que je ne connais pas. Après tout, je m'y connais plus en faune sauvage qu'en animaux domestiques. Hmm. Donc, sauf que quand même, des chiens, même des chiens de belle taille, j'en ai déjà vu. Hein. Tout le monde connaît un husky, tout le monde connaît un malinois, un doberman ou tout ce qu'on peut avoir comme chien de garde, même des dogs pour comparer au niveau de la hauteur. Euh, bref, ça colle pas. On est vraiment sur un faciès vraiment de loup. Et un animal qui a un pelage très très sombre, avec comme une espèce de crinière au niveau de l'encolure, en tout cas un poil beaucoup plus dense et touffu à ce niveau-là, qui C'est ça, remonte à peu près jusque derrière les oreilles. c'est pas une encolure de lion, on n'ira pas jusqu'à là, Non, mais c'est quand pas une même, c'est crinière. beaucoup plus touffu. Voilà, Hmm. c'est un peu plus dense Et et qui le cou, tu aurait. le vois allongé, enfin plus long que la normale. Alors oui, c'est un cou allongé, c'est un museau qui est assez long et épaté, pas le museau fin, hein, Ouais, discret du de loup, base du c'est loup. vrai- c'est vraiment puissant hein, comme mâchoire. Et, euh, comme je te dis, basé sur des pattes avant qui me semblent plus longues et très très musclées.
un animal qui me semble taillé vraiment pour bondir, quoi. Mhm. Il a tout cet aspect profilé comme ça, avec un avant beaucoup plus fort, un arrière plus fin, mais alors des pattes arrière super musclées pour pouvoir donner une très vive impulsion, à la fois de vitesse et de puissance de saut. Pour moi, je l'interprète comme ça, physiquement parlant. Et bon, bah, je me dis, bon, bah, si c'était un chien, voilà, soit j'attends, le garde va finir par arriver, après tout, il fait beau, le gars, s'il sort son chien, il va arriver, j'ai qu'à attendre quelques minutes. Oui, ou Et même un puis, maître. voilà, il a un mètre. Mais sauf que, quand même, quand tu vois la bête, tu te dis que le maître, il doit être encore plus impressionnant. Et lui, il ferait peur, hein. Parce que déjà, la bestiole, t'as pas envie d'avoir à la dresser, tu vois. Euh, Donc, surtout que là, j'en suis au point où je me dis, s'il me saute dessus, j'y passe, quoi. Il m'atteint la gorge. J'aurais beau essayer de me défendre comme je peux avec mes poings, la gueule, les yeux, il y a de bonnes chances que je sois bien touché, quoi. Donc là, je ne bouge pas, hein. J'ai un appareil photo devant moi. Je me dis que j'ai un animal qui est à la fois exceptionnel, magnifique, hors du commun. Et j'ai envie de le prendre en photo. Mais je sais que je peux pas. Parce que j'ai peur un petit peu comme de provoquer comme le réflexe d'un chasseur, le fait de mettre en joue, même si ce n'est qu'un appareil photo. Donc, j'ai pas envie d'être dans la provocation à cet animal, de provoquer un instinct de défense chez lui. J'ai pas envie non plus, voilà, de faire la personne qui baisse sa garde et d'être son dont un porteur. prédateur pourrait profiter, quoi. Mhm. Donc Mais là-dessus, alors, désolé de te couper, Julien. C'est vrai que c'est bien ce que tu dis là, parce que je me suis renseigné dans le passé par rapport à ça. Et donc, toi, tu parles de prendre une photo avec ton téléphone, mais dans le reportage que moi j'avais vu, il disait aussi de surtout pas, par exemple, quand on a une caméra, de surtout pas la lever vers l'animal pour filmer, parce que ça peut être vu comme voilà, comme si tu allais l'attaquer, ou ça peut être vu enfin, ça peut être vu comme quelque chose de négatif euh, par rapport à la vision qu'a l'animal. Donc, ce que tu as fait là, c'est très bien. Et c'est bien de le préciser, parce que beaucoup de gens vont dire ouais, mais pourquoi t'as pas pris en photo, pourquoi t'as pas filmé, nana. Mais si on se renseigne, si on se cultive un peu sur comment avoir une réaction saine pour sa sécurité, ce que moi j'ai fait, parce que quand je vais dans les bois et que je me retrouve en plein milieu de la nuit comme ça tout seul, j'ai besoin de savoir comment me protéger, quoi avoir sur moi, voilà. Et je sais que je m'étais renseigné là-dessus, et donc effectivement, il faut faire attention au moindre geste qui peut être perçu comme quelque chose de négatif. c'est ça. D'autant plus que très clairement, j'ai le temps. C'est l'animal, il me jauge, il est statique. Il me montre simplement qu'il faut que je sois défiant vis-à-vis de lui. Euh, il n'est pas dans une attaque directe, sinon il l'aurait fait depuis longtemps à ce niveau-là de l'histoire. Et je me dis, bon, bah, puisque j'ai éliminé le loup, je suis encore sur le questionnement d'un chien, je me dis, allez, niveau comportement, un chien. Il faut éviter de le regarder dans les yeux. De toute façon, tous les canidés, les regarder dans les yeux, c'est une mauvaise idée, c'est une provocation. Et je me dis, souvent, un chien est plus attaché à un territoire ou à son maître. Là, très clairement, j'ai pas le maître. Donc, le territoire. Je me dis, si je baisse la tête, que je fais mine un petit peu le comportement de soumission des chiens comme ça qui baissent la tête, mais toujours en le regardant, hein, parce que surtout, il faut que je reste sur mes gardes, euh, je vais tenter un petit peu un mouvement de recul, me montrer que je me dirige vers la sortie en acceptant que ce soit lui le maître des lieux.
En général, avec certains chiens, c'est une tactique qui fonctionne, hein. Hop, il est là pour protéger son lieu. Tu montres que tu respectes, c'est lui le maître des lieux. Ça peut fonctionner. Donc là, j'esquive de cette façon-là un mouvement de recul. Et là, très clairement, mauvaise idée. L'animal se rapproche très rapidement, il est à moins de 100 mètres, il grogne, il montre les crocs plus fortement qu'avant. Là, tu bouges plus. Donc Là, la tu bouges. situation s'envenime, s'aggrave. Oui, oui, oui. Oui, oui, là, très clairement, tu sens que de cette façon-là, au lieu de sortir de l'embarras, tu t'y es remis un peu plus. Mais il est toujours là, statique, en face de toi. Il n'a pas attaqué pour autant. Avoir une idée de fuir, de courir serait une très très mauvaise idée parce qu'il serait 10 fois plus rapide que toi. Et de toute façon, voilà, ça ferait que provoquer un instinct de prédateur s'il s'en est un. De toute manière, il en a tout l'air. Et voilà, donc l'hypothèse du chien, tu finis par l'abandonner. Au final, il a plus l'allure d'un loup bodybuildé, d'un loup qui aurait été hybridé avec un super gros chien, mais là, c'est pareil, tu te poses la question, pourquoi une telle hybridation? Comment elle pourrait se faire? Comme je l'ai dit, nous, du passage du loup, on en a, mais de manière sporadique. C'est que du passage et de quelques individus épars qui cherchent une nouvelle femelle, des jeunes, pour aller constituer un autre groupe, un autre clan, une autre meute, mais pas très clairement des individus qui semblent vouloir s'installer dans le coin et que l'on voit fréquemment. D'un autre côté, on peut toujours se rapprocher des chasseurs. Le chien sauvage à l'abandon, chez nous, il n'y en a pas. D'ailleurs, quand on attribue une attaque de loup sur les brebis, sur les trucs comme ça, c'est uniquement quand un photographe du coin s'est fait mousser parce qu'il a pu réussir à prendre un loup en photo. Ça arrive une fois tous les 20 ans. Et par rapport à là, c'est dans ces moments-là qu'on a un engouement, puisqu'avec les financements, les subventions, tout animal qui meurt, finalement, est dû au loup. Et donc là, on a toujours un emballement de la chasse. Il faut éliminer ce super prédateur tout d'un coup. Et C'est en vrai, Julien, général, que j'ai le remarqué loup, ça aussi en allant en Auvergne. Dernièrement pour faire un reportage, j'ai pris connaissance du fait que voilà, de dire que c'était des loups qui avaient attaqué le bétail, on touchait une certaine somme. Ça m'a fait penser un peu à la période Covid où il fallait dire que si tu avais un peu de fièvre ou tu tombais dans les escaliers, ah ben t'étais mort du Covid quoi. Voilà, parce que il y avait cette petite, t'avais une petite, ouais, on te versait une somme d'argent due à ça. Alors pourquoi la question est encore en suspens, mais donc oui. est-ce qu'il y a une raison à ça, ou est-ce que je me trompe totalement? Alors, il y a un petit pécule qui est pas complètement dénué de sens, puisque finalement, on essaye de réintroduire le loup qui avait toute sa place dans notre environnement C'est naturel vrai, de c'est manière vrai. historique. On essaye de le protéger. Faut pas se mentir, sur des habitats qui ont été très grignotés par l'urbanisme. Donc avec des habitats assez éparses et beaucoup de zones à traverser. La majeure partie de la nourriture pour ces zones à traverser, on va être plutôt sur le bétail. En plus, un bétail qui aujourd'hui n'est plus protégé de la plupart du temps par des patous, des chiens de garde ou un berger qui est juste à côté. Donc forcément, de la perte de bétail, doit y en avoir un petit peu. Donc, c'est pas idiot de dire, vu qu'on a pris le parti de protéger le loup, Ouais, autant lécher le loup, quoi. dédommageons un petit peu les agriculteurs. Et pour moi, je ne dirais pas que les agriculteurs ne doivent pas être dédommagés, qu'il n'y a pas des personnes qui pensent très sincèrement que leur bétail a été attaqué par du loup.
souvent, apparemment, certaines histoires dans les milieux écologistes disent que c'est plutôt des chiens sauvages qui attaquent même ça plus que le loup. Je pense que Euh, ça peut arriver. Ouais. voilà. J'irai pas présager de tout ça. Je suis pas dans le milieu même pour le dire, l'affirmer totalement, mais on peut avoir ouï dire de ça. Euh, et pour moi, le loup, c'est un animal très discret qui va attaquer finalement très peu. Et pas, surtout s'il est seul, pas des animaux de très très grande taille. Il va s'attaquer à du faible. Alors là, contrairement à ce dont on parle, pour y revenir, là, on est sur un être humain de bonne carrure, en pleine forme, pleine santé. Euh, et là, il fait face carrément. Mm. Par contre, tu sens un truc, c'est qu'il est encore indécis. Parce que là, ça fait quand même pas mal de minutes qu'on a le temps de s'observer l'un l'autre. Je pense que la description physique, ça fait longtemps qu'on a réussi à la faire. Et est encore en train de se poser la question de Ouais, littéralement ce que je dois faire. C'est un animal qui montre des signes d'intelligence ouais, il y a vive. encore de la réflexion, quoi. Voilà. Et clairement, je sens que, au vu de la tentative d'esquive que je viens de faire, qui n'a pas fonctionné, c'est pas à moi de choisir. Donc pour moi, mon réflexe de survie, c'est de surtout pas bouger, de rester digne. Voilà, d'essayer de rester sur ma carrure qui en impose un petit peu, qui est le seul élément un peu dissuasif que je peux avoir, vu que je vais surtout pas aller le provoquer. En tout cas, si on fait référence au loup, c'est vrai que le loup a peur de l'homme dû à sa station bipède, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ce qui serait tout à fait la différence avec un animal un peu mythologique, surnaturel. Là, non, on est vraiment sur un animal purement classique. Quelque chose qu'on devrait trouver dans n'importe quel muséum d'histoire naturelle. Seulement, la seule chose qui est étonnante, c'est qu'il ne soit pas plus documenté que ça. Ouais, il est pas L'animal, répertorié, quoi. voilà, il n'est pas répertorié, il me paraît carrément un peu hors norme, mais hors norme avec de belles proportions. On n'est pas sur un animal monstrueux, on n'est pas sur quelque chose de surnaturel, c'est de l'hypernaturel, c'est vraiment l'animal idéal taillé pour la chasse, la prédation. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un peu le summum des canidés. Et là, très clairement, bon, on est là en train de se jauger, ça dure, ça dure, ça dure. Au bout d'un moment, bah, il se dit que ça n'en vaut pas le coup et il s'en va très calmement. Il se retourne, il repart aussi furtivement qu'il est arrivé, c'est-à-dire très rapidement, même s'il a un pas tranquille. Euh, il est très vite caché dans des buissons, il disparaît très vite de ma vue, je n'entends absolument rien. Euh, et je ne sais pas s'il est encore en embuscade dans un fourré, quelque chose, à attendre que je relâche ma garde. Je Euh, suppose que tu n'as pas attendu pour voir s'il était encore là. Je suppose que tu as dû avoir un peu les chocottes. Tu dis, bon, quand même, je vais peut-être y aller à ce moment-là. oui, tout à fait. Après avoir observé l'horizon, essayer de regarder s'il n'y avait pas un risque justement qui revienne me surprendre par derrière. J'ai pas demandé mon reste. J'ai remonté assez vite la colline. Je suis pas resté ici. J'ai Tu décidé de plus y m'étonnes. retourner. Et tu es Voilà. revenu sur ces lieux plus tard où tu... Alors non, je suis pas revenu déjà parce que publiquement j'en ai pas énormément parlé. Déjà parce que si j'en avais parlé à ma famille, ils savent que j'adore partir en exploration tout seul, un peu partout, dans n'importe quelle condition.
Et très clairement, leur dire que j'ai couru un risque un jour, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et puis, d'un autre côté, bah, comme je te l'ai dit, je suis dans le milieu de la biologie. Je parle d'un animal qui est pas forcément très très connu. Euh, la plupart des explications logiques, je les ai abordées, celle du chien, tout ça, j'aurai toujours ces contradictions-là. C'est ça, D'ailleurs, c'est vrai que tu as eu vraiment, parce que ça a duré quand même assez longtemps ton observation, il était loin, puis il s'est quand même bien rapproché par la suite. oui, oui, il Pendant était toutes à ces longues, distance d'un seul bond. ouais, donc pendant ces longues minutes, tu as eu le temps de faire ta propre analyse, de distinguer plein de choses, et ça se ressent dans les détails. Voilà. Et, euh, et très clairement, tu te dis, mais il y a que quelqu'un qui soit est ouvert à ce genre de discussion, comme tu peux l'être, comme tu fais la démarche avec d'autres de tes amis, euh, ou il y a que quelqu'un qui a vécu sensiblement la même chose, avec qui tu pourrais discuter. Et tu mets ça dans un coin de ta tête, t'en parles pas. Sauf qu'à un moment, surtout quand tu as fait un petit peu des études de sciences comme moi, tu as quand même envie d'avoir des réponses. Et oui, et oui, tu cherches, tu essayes de comprendre, forcément. Voilà. Hmm. Bon, en tout cas, ça, Julien, que la description que tu fais de cette bête est une description qui revient hein, assez souvent dans certains témoignages. Je pense à celui de Ève, donc qui la distingue ben, de la même façon dont tu l'as décrit. Hein. Cette crinière, qui n'est pas une crinière de lion, mais quand même qui est bien plus touffue au niveau du cou, un cou assez imposant, un peu plus long que la Mm. normale. Et là, je rebondis sur la photo du couple euh, qui a fait cette photo de cette bête qui était dans la rivière, où on voit que le cou est quand même très, très costaud et très long. Euh, donc voilà, ce noir aussi. Après, alors, on n'en a pas parlé, mais au niveau des yeux, c'était quelque chose de classique pour toi? Alors, oui et non. Oui, parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas sur un animal surnaturel, hein. C'est pas des yeux rougeoyants, c'est pas des yeux jaunes. Euh, mais c'est quand même un sacré regard parce que on est sur bah, de l'œil classique, un paupière iris, mais avec un iris qui est marron avec de beaux reflets jaunes. D'accord. Voilà. Et surtout, tu sens l'intelligence de la bête derrière. Elle, euh, elle te jauge, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et elle prend le temps de décider ce qu'elle fait. Il y a pas que de l'instinct derrière, comme le ferait un chien, qui est un peu sur de l'impulsion. Non, là, c'est très, très réfléchi. T'as eu peur un moment que le plus grave se passe, c'est-à-dire qu'elle vienne vers toi et puis Constamment, qu'elle dès le début. t'embarque? Dès le début. Alors, je pense pas qu'elle aurait réussi littéralement à m'embarquer sur des kilomètres, hein. Comme je le dis, je suis plutôt quelqu'un d'assez costaud, de corpulent. Mais très clairement, s'il y avait eu attaque, j'aurais eu au moins 85% de chances qu'elle réussisse à parvenir à ses fins. Tu dis que tu en as pas trop parlé, mais quand tu dis pas trop parlé, c'est t'en as jamais parlé ou t'as quand même réussi à en parler à un proche, à quelqu'un de confiance? À un ou deux amis proches, très proches, qui, comme moi, font de la botanique et qui connaissent suffisamment mon mode de vie où je pars à l'aventure 2, 3 jours dans de la montagne, que ce soit dans la Drôme, les Pyrénées, les Alpes, comme ça que je dors dans ma voiture la nuit pour être au meilleur, au plus top de mes observations, que je donne des nouvelles que le soir, que j'arpente pas mal les milieux naturels en tout genre, que je puisse me retrouver un jour dans la semaine dans les Ardennes
2 jours plus tard, dans la forêt de Fontainebleau, à la fin du week-end, en train de faire le tour des abers de Bretagne. Voilà. Ça, ils le savent. Euh, donc, j'ai quelques amis avec qui on a vécu des expériences donc de vraiment de recherche sauvage, de milieu sauvage, d'espèces sauvages, et qui savent que quand je dis quelque chose, cette parole-là mérite d'être écoutée. Parce que des anecdotes marrantes, j'en ai, hein, comme me retrouver nez à nez avec un sanglier alors que je suis en train de prendre une photo. Ça m'est arrivé, quoi. Hein. Lui, il est reparti, il a fait sa tête de gorée, moi aussi. Donc, on en a des choses comme ça que l'on partage. Et Mais là, c'était bah, différent. ils savent que si je parle de ça, c'est pas de la fabulation, quoi. Euh, Par contre, le problème, c'est que n'ayant pas vécu, ils n'ont pas d'élément de réponse. mm. Donc la seule réponse, c'est un hochement, quelqu'un qui acquiesce de la tête, qui fait oui, 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 qui t'a écouté, qui te croit en toute bonne foi, mais qui ne peut pas t'apporter autre chose que le fait d'acquiescer. Ouais, je comprends. Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de parler en fait? Est-ce que c'est parce que tu as entendu des témoins ici sur la chaîne relater un petit peu des faits similaires? Alors oui, j'ai découvert la chaîne assez récemment, notamment par le biais de la vidéo d'Indiana Fraise. Ah, Euh, que je- voilà, je l'avais découvert lui et ses caméras de chasse. J'avais beaucoup apprécié le système et le personnage. Et on lui passe le bonjour à Nico. oui, bonjour Nico, s'il a l'occasion de le voir. J'adore ce qu'il fait. Et Super mec. très concrètement, il a l'air. Ouais, ouais. Et très concrètement, bah, c'est à cette occasion-là que j'ai découvert toi d'abord. J'ai apprécié ce que tu faisais, ton ouverture d'esprit, ton aspect recherche, et puis d'être très à l'écoute des gens. Et puis de vouloir non pas faire forcément du sensationnel, mais explorer ce sensationnel pour revenir finalement vers une explication tout à fait logique et donner même du naturel au surnaturel, et sans forcément vouloir C'est-à-dire. dire que ce sont des phénomènes qui n'existent pas. Mm. Donc voilà, revenir dans l'ordre des choses parce que ce sont des choses qui existent. Moi, je peux pas dire que j'ai vécu une expérience surnaturelle. C'était clairement un animal, bon, aux bonnes proportions, mais c'était un animal. Ça restera qu'un animal. Il y a rien d'humanoïde là-dedans. Il y a rien de fantomatique. Il y a rien de monstrueux. Au contraire, c'est un animal qui est très beau. Donc, voilà. Seulement, c'est un animal qui n'est pas documenté pour moi. En tout cas, ça se sent, hein. Ça se sent dans ta description. On voit vraiment que du début jusqu'à la fin, tu racontes quelque chose qui est très ancré dans la réalité. Il n'y a pas de, voilà, il y a rien qui se passe qui fait qu'à un Ouais. moment, on peut se dire, ah là, quand même, c'est... Non, non, là, on voit bien que tu as vécu, Oui. ton Alors, expérience est bien réelle et que c'est un animal, clairement. Même moi, hein, de la voilà. façon dont je le ressens, hein. Bah, je te remercie parce que pour moi, il y a rien de fantasmagorique dans cet animal-là. Et on pourra toujours me dire, oui, mais dans les proportions, tu l'exagères. Il y a le facteur peur qui fait ça. Alors oui, oui, oui. Mais je suis quelqu'un qui aime rationaliser les choses. Et au contraire, quand je suis face à un danger, c'est là que je rationalise le plus, parce que pour moi, c'est ma seule façon de m'en sortir. Pour moi, ma réflexion, c'est mon meilleur atout de survie. Très bonne réflexion d'ailleurs. Le fait de ne pas sortir Voilà. le téléphone, tu fais référence au chasseur qui sort le pistolet, mais c'est exactement ça. C'est que tu peux provoquer la bête en réagissant de cette façon. Donc ça, c'est très très réfléchi et c'est très bien. C'est très très bien. Voilà. Et moi, bah, donc, je t'ai découvert comme ça, là. J'ai regardé la chaîne, j'ai fini par m'y abonner. Voilà, j'ai découvert
différents contenus, notamment celui du Japon que j'ai trouvé absolument fabuleux. Voilà. Et pour moi, c'était l'espace où je pouvais en parler, enfin. Et c'était simplement ça. Même à la limite, j'ai envoyé un petit commentaire comme ça sur une vidéo, voilà, vue sur YouTube. Je te remercie d'ailleurs d'avoir répondu très vite à ce premier message. Et pour moi, ça me suffisait. Peut-être d'avoir un élément de réponse, peut-être même quelqu'un qui allait me débunker, me dire, bah voilà, pour moi, ce que tu décris là, c'est tel animal, simplement tu ne le connais pas. Bon, bah très bien, Mais c'est super, toi. j'aurais appris quelque chose. Voilà. Juste pour le moment, j'en suis à une phase d'interrogation. Donc, et j'ai besoin de pouvoir dire, bah ça, je l'ai vécu. Et je comprends d'autant mieux, même des personnes qui décrivent des phénomènes un peu plus surnaturels, parce que ce que je décris là, c'est quelque chose de très naturel, mais je sais qu'on ne peut ne pas me croire. Et peut-être que d'autres personnes qui décrivent en toute bonne foi des choses plus surnaturelles ont exactement le même vécu. Donc, bah pourquoi pas, il faut rechercher. T'es Alors pas c'est vrai que, réfractaire. voilà, non, je suis pas Oui. réfractaire à ça, et je pense qu'au contraire, l'esprit scientifique, c'est de chercher surtout à expliquer ce qui n'est pas encore expliqué. Je suis d'accord. Voilà. Et qu'une théorie scientifique, elle n'est valable que quand elle relate d'un maximum de faits existants possibles. Dès l'instant où arrive une nouvelle théorie qui relate et explique le plus de faits observés et quantifiables, là, la théorie précédente est abandonnée pour une nouvelle théorie. Voilà, c'est ce qu'on m'a toujours appris dans les milieux de la fac de sciences. Et bah pour moi, dire qu'une chose, Et c'est bien que tu le répètes. Et c'est bien que tu mettes en lumière ce genre d'enseignement. dire qu'une chose n'est pas expliquée ne veut pas dire qu'elle n'existe N'existe pas, pas. ou même si elle n'existe pas de la façon décrite, n'a aucun fondement. Il y a forcément un fondement à ce qui est dit. Les gens ne fabulent pas comme ça pour créer une histoire ou alors les contes et légendes. Au contraire, quelqu'un qui va inventer tout ça va avoir tout intérêt à le dire, que c'est issu de son imaginaire, c'est plus valorisant. Euh, Là, non. Je pense que c'est des personnes qui, comme moi, mettent en jeu euh, leur crédibilité. Moi, je sais très bien qu'on va me reconnaître, que certains vont savoir de quel lieu je parle tout de suite. Mais très clairement, bah, j'invite ces personnes à venir en discuter. Mm. Et j'espère que c'est ce qui va se passer, qu'on va en discuter. Et dis-moi, Parce- dis-moi, Julien, Oui, si je suis pas trop mauvais en géographie, t'es pas loin du Gévaudan en plus. bah, clairement non. Clairement non, hein, je suis dans le sud Vienne. Alors le sud Vienne, bon, bien sûr, moi j'ai l'habitude de vadrouiller dans toute la France, hein. Les 7 heures de route, ça me gêne pas. Ouais, ouais, ben, moi aussi, finalement, moi aussi, hein, Voilà. surtout depuis que Donc j'ai la chaîne. j'ai appris que c'était très relatif selon les personnes, ce genre de vision. Ouais. Moi j'ai une vision relativement large des choses, du kilométrage. Ça, faut le garder à l'esprit. Mais oui, très clairement, si tu fais référence à un environnement global de 200-300 km, donc dans les premiers 50-100 km, je suis quand même sur les limites de l'Indre, du Limousin, de la Charente, de la Creuse. Tu vas directement dans les 200-300 km, j'ai le Berry et l'Auvergne, quoi. Ah, Dans ce témoignage-là, j'ai exploré trois axes de réflexion. Le premier, le loup.
Le loup abandonné. Morphologiquement, ça colle pas. Comportement, ça colle pas. Le chien abandonné aussi. À moins d'une espèce que je connaisse pas, que quelqu'un me décrive, morphologie, comportement ne colle pas. Un hybride entre les deux. Alors, possible au niveau morphologique. Euh, Après, un comportement forcément un petit peu inconnu parce que c'est un animal sage, je veux bien, mais hautement improbable étant donné que passage de loup très très sporadique dans le coin, euh, histoire de chien errant inconnu au bataillon, même dans les régiments de chasse, euh, et quelqu'un qui s'amuse à hybrider les deux, Frankenstein, j'y crois pas, quoi. Ouais. Et pour toi, ça Donc, serait quoi le plus viable par rapport à l'observation que tu fais? alors, le plus viable pour moi serait un animal qui existe réellement, vu Mhm. que là, je peux que dire et affirmer qu'il existe, euh, et qui ne serait pas documenté. D'accord. Qui ne serait pas documenté. Alors pourquoi? Parce que on a peur de passer pour des farfelus en parlant, parce que c'est un animal peut-être rare et discret. Peut-être que par sa ressemblance au loup, il a été assimilé au loup et le loup assimilé à lui. Euh, et, euh, et peut-être que simplement, dans des temps anciens, on a un peu mystifié cet animal et qu'on en a fait une bête fantastique et spectaculaire, euh, alors qu'on est déjà sur un animal qui en lui-même euh, n'a rien à se reprocher au niveau donc du côté impressionnant de la chose. On a un animal qui a les proportions parfaites. Mhm. Le super prédateur de nos régions, style Europe, quoi. On va pas aller comparer à un lion d'Afrique, hein, il n'a pas sa même taille, il n'est pas aussi long, mais clairement, on est sur un des plus beaux animaux de nos coins. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le retrouve ni décrit dans des livres de biologie, ni en muséum d'histoire naturelle. Il n'y a rien dessus. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, on aurait envie de dire qu'on connaît à peu près tout. Que l'homme passe un peu partout, que la moindre bestiole, même si elle fait quoi, 50 centimètres de taille, pour un petit peu qu'on sache un peu comment elle vit, on est capable de la forêt à n'importe quel coin, on est capable de la trouver à n'importe quel coin de la forêt. Oui, on est capable de faire ça, et pourtant ça nous échapperait. Un truc aussi gros. C'est, C'est un peu c'est, étrange, c'est contradictoire tout ça. Ouais, et puis je trouve que c'est une très belle analyse globale que tu nous fais là sur ton observation, mais aussi sur ta façon de voir les choses. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que euh, tu le verbalises très bien. Enfin, tu Merci. l'expliques très bien. Et, euh, et moi, par rapport à tous ces témoignages que j'ai de cette bête de grande taille, souvent, comme je l'ai dit auparavant, cette collerette qui revient, pas celle Oui, d'un lion, mais voilà, plus fine, mais quand même qui est là, qui est bien présente, un museau assez large, l'homme assez large, c'est-à-dire pas aussi fin oui, que le loup, comme tu le décris oui, aussi, oui. cette couleur noire, ses pattes musclées, le devant souvent Proéminent, ouais. ouais, voilà, Un prédominant, beau très, plastron, quoi. ouais. Donc, si tu veux, moi, j'en viens. Alors, en mettant bien sûr de côté le Dogman, tu vois, tout ce qui est Oui, oui, aspect oui. humanoïde, les yeux rouges, tout ça, ça, je le mets de côté quand je t'entends à toi, hein, Julien, et à d'autres, hein. Là, on revient vraiment sur cet aspect quadrupède, très animal, et je Oui. pense, moi, à l'heure d'aujourd'hui, que là, on est face, avec tous les témoignages qu'on a, je pense qu'il y a une bestiole qui rôde en France. Les observations restent quand même très rares, mais Hmm. elle est là. Je pense qu'au bout d'un moment, les faits sont là, sont relatés par toi, Julien, par Ève et par bien d'autres. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de témoignages comme le tien, par exemple.
Vous n'êtes pas fou, vous Non? savez ce que vous avez vu, vous avez eu le temps de voir la chose, de la décrire. Euh, Toi, comme tu dis, tu as quand même, t'as quand même du bagage, tu as eu le temps de faire ton analyse au moment de ton observation. Ève est une fille de la campagne. Enfin voilà, au bout d'un moment, je pense que il faut prendre en considération ce que vous dites, ce que vous racontez, et peut-être établir le fait qu'il y ait bien quelque chose qui vive dans notre contrée, qu'il ne soit pas encore, comme tu le dis, peut-être répertorié. Et est-ce qu'il ne faudrait pas s'y pencher un peu plus? Quand je dis ça, c'est peut-être amener des scientifiques, des zoologues et tout ça à s'intéresser vraiment sérieusement à ces témoignages qui sont ici relatés sur la chaîne. Voir ça comme une sorte de bibliothèque, tu vois, de données, de base, pour essayer d'avancer sur ce sujet, essayer de mieux le comprendre en tout cas, et, euh, et d'aller à l'aventure et de chercher, comme moi je le fais, mais j'ai pas ce bagage scientifique. Voilà, donc c'est pour ça que j'invite les personnes qui ont du bagage à venir avec moi en tant que professionnel pour m'aider dans ma démarche et aussi pour leur démarche à eux. Parce que je pense que Hmm. tout le monde est gagnant finalement dans l'histoire. Oui, et une réflexion que je suis en train de me faire là à l'instant, c'est pourquoi peut-être c'est pas si documenté que ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où en fait on est dans un quotidien un petit peu morose, très très pragmatique, hein, on va travailler pour gagner cet argent. Cet argent va servir surtout aux besoins substantiels pour la plupart des gens et finalement procurer un plaisir annexe que très moindre. Donc, Ça c'est sûr. on, Par rapport à tout on le est, travail qu'on fait, tu as raison Julien, je pense qu'on ouais, voilà, on devrait être ouais, les fins de mois devraient être quand même beaucoup plus valorisantes. voilà. Je suis d'accord. Donc, mais par contre, la sensation que ça procure chez les gens, c'est le besoin d'évasion. Et ce besoin d'évasion peut se traduire aussi par la volonté un peu fantasmagorique de créer un univers autre que celui-ci, un peu surnaturel, un peu exagéré dans des choses très concrètes hein, de la vie courante, mais un petit peu poussé vers un côté un peu plus imaginaire, ce qui fait peur aussi un petit peu à un esprit cartésien et scientifique, puisque déjà on a peur de passer pour un farfelu, pour un scientifique il lui faut du quantifiable, du mesurable et quelque chose avec lequel on puisse faire des probabilités, ce qui n'est pas toujours facile à faire dans les faits que l'on relate. Et d'une autre façon aussi, même si de toute bonne foi on y croit et qu'on a envie de lancer une étude, obtenir les financements ne sera pas simple, mais on peut aussi craindre de lancer une sorte de chasse à la sorcière. C'est vrai. C'est-à-dire que d'autres prennent ce phénomène très au sérieux, mais dans le mauvais axe de la recherche, c'est-à-dire dans la recherche d'un monstre. Et qu'ils soient tout sauf professionnels aussi. Voilà. Et alors, comme je l'ai dit, c'est pas un monstre que j'ai vu. J'ai pas une crainte surnaturelle quand je retourne en forêt. D'ailleurs, je n'ai même plus peur, j'y retourne. À part cet endroit-là que j'évite, euh, voilà, je suis très clairement conscient que je pourrais être amené, peut-être un jour, à retomber sur le même type d'animal. Mais ça n'est qu'un animal. Un animal qui visiblement ne fait pas de la violence gratuite. Voilà. S'il peut attaquer, à mon avis, c'est pour se nourrir, se défendre. Quand il n'est ni l'un ni l'autre, très clairement, il m'a montré une chose, c'est qu'il est suffisamment réfléchi pour économiser ses forces et passer à autre chose. Donc, on ne devrait pas forcément en avoir plus peur que cela, mais On devrait euh, plus s'y intéresser. voilà, s'y intéresser. Et j'ai beaucoup de personnes ont peut-être peur que le fait de montrer qu'on s'intéresse à un animal de ce type entraîne justement l'effet inverse, c'est qu'on le prenne
du côté impressionnant de la chose, fantasmagorique, grossi avec la peur, et que finalement on se lâche à travers les campagnes pour chasser à nouveau la bête du Gévaudan qui aurait tué énormément de personnes. J'allais Ce le n'est pas dire, le cas. j'allais le dire. Mais ce qui fait aussi que peut-être elle est rarement observée parce que il y a aussi le fait qu'elle connaisse peut-être un petit peu nos méthodes et que elle n'a pas trop envie de se confronter à l'homme. Tout à fait, et ça serait compréhensif, hein. Je veux dire, le loup, il fait exactement la même chose. Le loup est peut-être si on considère qu'on a affaire à deux espèces de canidés très proches mais différentes, le loup est sûrement encore plus présent dans notre monde actuel que cet animal-là, ce qui fait que le loup, déjà très difficile à observer, lui est bien connu. Cette sorte de loup de canidé-là, beaucoup moins. Peut-être dû à sa rareté. Mais voilà, comment on ferait pour documenter un animal si rare si ce n'est aller poser des pièges? Aujourd'hui, moi, je vois que la, la, la caméra de chasse, la meilleure méthode, ça serait de capturer en caméra de chasse, de voir quelles pourraient être les habitudes d'un tel animal, poser des caméras qui sont discrètes dans son environnement proche, et au bout d'un moment, on finirait par capturer des images. C'est la méthode qui, pour moi, est la plus naturaliste possible, la plus bienveillante envers l'animal, plutôt que de mettre une grande chasse à courre à travers toute la campagne. Il ne ferait qu'ameuter tout le monde et toute la faune, mettre en chambranle toute la nature, même la nature humaine, euh, pour au final un résultat qui serait loin d'être garanti. Moi, j'en viens à me penser par rapport à cet aspect quadrupède de la bête, de l'animal, comme on parle ici même aujourd'hui, Mhm. que peut-être que finalement ces observations restent rares, mais tout simplement parce que c'est peut-être une race en voie d'extinction aussi. Ce que je me dis, et peut-être que Julien, tu as eu la chance de la voir, parce que peut-être c'est quelque chose qu'on ne verra plus dans le futur, parce que c'est une race qui est en train de disparaître, et c'est peut-être pour ça qu'on l'observe aussi rarement. Et je l'ai appris ça quand je Aussi. suis, tu vois, tu disais que tu avais aimé mon reportage au Japon, et c'est vrai qu'ils expliquaient que, en tout cas, Monsieur Bintaro, lui, disait qu'il faut profiter de ces observations parce que il faut imaginer l'hypothèse que ça soit aussi peut-être des spécimens en voie de disparition, ce qui fait que les observations sont rares. Et j'ai trouvé ça intéressant et je pense que c'est Mhm. Tout à quelque fait. chose qu'il faut dire, qu'il faut partager. Après, bien sûr, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres, mais je pense elle a son intérêt. Elle a son Oui. intérêt. Je te rejoins beaucoup là-dessus parce que, en fin de compte, on a bien retrouvé par exemple, si on parle d'un cryptide qui aujourd'hui n'en est plus un, le sélacanthe, on Ouais. a bien retrouvé ce poisson que l'on pensait éteint depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, on l'a bien retrouvé dans un environnement très particulier, bien vivant, non pas fossilisé. Euh, Peut-être qu'il y a des animaux qui, dans l'histoire terrestre, historique, géologique, lointaine, font que ils sont de par nature très rares et depuis la nuit des temps, mais qu'ils se maintiennent à petit échelon de vie comme ça. Peut-être sont-ils suffisamment proches d'autres animaux pour en être assimilés dans les descriptions et qu'on n'en parle pas parce que finalement il est systématiquement rattaché à un autre animal qui lui est beaucoup moins rare. Ça aussi, c'est une des possibilités à prendre en compte. Mais comme tu dis,
des observations comme ça, elles sont rares. Et aujourd'hui, oui, je me dis que j'ai la chance d'avoir vécu ça. Et ce qui puisait, une observation qui m'a laissé tout le loisir d'en profiter des moindres détails. C'est vrai. Euh, mais on est pour moi, ça ne justifierait pas de passer une chasse de cet animal à grande échelle. Ça serait pas la bonne mesure à prendre. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt un peu comme tu le fais, hein, récolter des témoignages, essayer de recouper les informations, de définir des théories sur quel type d'animal ça pourrait être, quel est un peu son mode de vie, et qui pourrait permettre de définir un petit peu dans quel milieu le rechercher, dans quelles conditions les plus favorables, et peut-être juste de capturer une image, une C'est vraie c'est image ça. Et, clairement identifiée. et je me dis ce qui pourrait aussi amener à protéger l'espèce. Oui, tout à fait. Voilà. Et, euh, et pour moi, j'en reviens un peu à ton Dogman. Bon, je t'ai pas caché dès le départ une petite part de scepticisme chez moi par le côté anthropomorphe de la bête. Mais d'un autre côté, peut-être que cette vision anthropomorphe, un peu comme une pareidolie, n'est peut-être pas sans fondement sur des réels caractères physiques d'un animal particulier qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'a pas vu, tout comme le mien en serait un autre, et qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il est suffisamment rare et a pris suffisamment à se maintenir éloigné des activités humaines pour survivre tout en ayant des contacts les moins fréquents possibles. Donc, pourquoi pas? Faut toujours rester ouvert là-dessus. Hein, la fantaisie, l'imagination, bien sûr, ça existe. C'est même très beau quand on sait l'exploiter. Mais voilà, tout a un fondement, quel qu'il soit. Et l'idée pour moi, c'est de trouver quel est le fondement là-dessus. En tout cas, moi, de ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, pour ça, je mets le dogman à part parce que c'est vraiment très très complexe comme sujet. Et je pense que, comme tu le dis, il faut rester ouvert là-dessus parce que on en apprend tous les jours. Et à travers les différents témoignages, je m'aperçois que ça peut être tout à fait animal, comme ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être... Donc, pour moi, voilà, le côté, ce type d'individu, parce que je le mets vraiment à part de ton observation et de Hmm. l'animal que toi tu as vu, euh, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer déjà aussi, de prendre les caractéristiques physiques et de trier, ok, on a un individu bipède, on a un individu quadrupède, voilà, c'est vraiment important. Et, Oui, oui, oui. mais par contre, pour ce qui est de ces observations de cette bête quadrupède, moi je serais d'avis qu'on est, comme tu le dis là, face à un animal qui n'a voilà, qui n'a pas été encore, comment dire, Répertorié. répertorié, ou peut-être que, voilà, il y a cette part aussi de théorique de l'idée de l'hybride, mais quoi qu'il en soit, moi je pense vraiment qu'il faut que j'amène, parce que là c'est mon travail à moi, c'est que j'amène des gens à s'intéresser encore plus à ce sujet et à essayer vraiment de... En tout cas, j'espère arriver à, un jour ou l'autre à les intéresser assez pour qu'ils se pensent sur le sujet et qu'ils puissent vraiment établir voilà, un domaine de recherche sur ce type d'animal de la meilleure des manières possibles. Et comme Oui, je te l'ai dit, si on le voit si rarement, il ne faut pas oublier cette idée que ça puisse être aussi un animal qui est peut-être en train de disparaître, et donc d'où l'intérêt de vouloir le protéger. oui, 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 tout à fait. Et aussi, comme je te l'ai dit, pourquoi on veut en parler? Parce que très clairement, on reste sur notre faim. Moi, toutes les explications que je t'ai données, j'ai abordé plusieurs explications et
chacune de ces explications a ses limites. Quand tu explores, il y a le bon côté, mais il y a la limite. Et cette limite-là, elle te fait exclure cette explication. Et le problème, c'est quand tu te retrouves qu'avec des explications dont tu n'es pas certain, t'es pas sûr à 100% que ça puisse être la bonne. Toi-même, tu restes dans un facteur d'incertitude. Donc, tu attends que quelqu'un d'autre s'y intéresse pour t'apporter soit une meilleure explication, soit valider malgré tout une des explications que tu n'avais pas pu valider toi-même. Ouais, il faut qu'on Parce soit que tu complémentaires en restais. fait. Voilà. Mm. Et la complémentarité, elle se fait par le nombre. C'est ça. Et, quand je te parlais de probabilité, il faut observer un phénomène, il faut observer son inverse, mais en nombre de fois plus répété pour pouvoir en sortir un phénomène global et non pas un truc sporadique basé sur un seul témoignage, une seule observation. Parce que le sporadique ne veut pas dire que c'est la règle. Oui, oui. Oui, et puis moi, de toute façon, moi, ce qui m'excite, hein, ce que je trouve chouette dans cette démarche, c'est voilà, cette quête, cette recherche. Oui. Euh, la théorie, pour l'instant, je la laisse aux autres. Pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est, comme tu l'as dit précédemment, c'est d'amener peut-être une image qui puisse être analysée par de vrais professionnels, amener des professionnels, des scientifiques et bien d'autres à venir me rejoindre dans cette aventure, comme l'a fait JP, que je remercie infiniment, Oui. comme l'ont fait d'autres. Même toi, Julien, finalement, parce que regarde, comme tu dis, tu as été biologiste, tu sensibilises les gens à pas mal de choses par rapport à ce qui est lié à la nature, en tout cas. Tu Oui. continues à côté à chercher, à t'épanouir à travers cette passion. Donc voilà, je te remercie aussi pour ta confiance, d'être venu nous raconter ce témoignage. Et de toute façon, chaque témoignage est précieux et amène à d'autres témoins à trouver cette force, ce courage de venir parler ici face caméra et d'amener aussi, j'ai envie de dire, cette pierre à l'édifice. Oui, d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont précédé aussi. Oui, oui, oui. Oui, 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 et qui t'ont permis, mais comme je le dis à chaque fois, chaque témoignage va permettre à d'autres voilà, de trouver cette confiance. Cette confiance. Alors, flouté, pas flouté, peu importe, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je m'aperçois que les gens viennent de plus en plus sur la chaîne à découvert, comme toi, Julien. Et ça fait Mm. plaisir, c'est une marque de confiance dont je suis très fier. Bah, Et avant qu'on se quitte, Julien, est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose? non, pas vraiment. C'est vrai pour moi, on a fait un petit peu le tour de la question. Euh, Aujourd'hui, on peut penser qu'on a découvert la majorité de notre espace naturel, mais on n'est pas encore à l'abri d'autres découvertes. Faut garder cet esprit un petit peu enfantin, je pense, de dire qu'il y a encore peut-être une part de magie dans ce monde en découvrant quelque chose que l'on ne connaît pas encore, mais qui existe bien d'une manière réelle et cartésienne. Et toujours se garder un peu l'idée du pourquoi pas. De toute façon, c'est comme ça que bon nombre d'idées ont germé, semblaient farfelues au départ et maintenant sont tout à fait acceptées. Euh, au point que les théories les plus anciennes, on ne veuille plus y revenir dessus. Euh, voilà. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. J'ai envie de dire que on, faut rester ouvert à cette petite part de mystère que ce monde nous réserve. Faut en parler, faut rester connecté entre nous et pourquoi pas
entretenir ce petit mythe, cette petite légende, parce que derrière tout ça, il y a quelque chose de bien réel et de potentiellement très beau qui existe dans la nature. Mais c'est joliment dit tout ça, et sur ces belles paroles, eh ben, je te remercie encore une fois, Julien. On n'oublie pas de rester connecté au mystère, et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Allez, au revoir à tous. Merci Virgile. Avec grand plaisir.